Si vous en croyez Wikipédia, le premier livre de mathématiques imprimé en une autre langue que le latin est celui de Luca Pacioli. Coïncidence, c'est aussi le livre le plus cité par les auteurs des siècles suivants comme source de l'algèbre en Europe. D'ailleurs, écoutez ce qu'en dit Montucla. Lucas de Burgos est le premier dont les préceptes sur l'algèbre aient subi l'impression. C'est dans la Summa de Arithmetica et Geometria, imprimée la première fois en 1494 et de nouveau en 1523, qu'il les explique. Il compose la plus grande partie de ce qu'il appelle l'arte maggiore. Et c'est de là qu'est venue la dénomination d'arte magna que Cardan et d'autres ont donnée à l'algèbre. Luca de Burgos, nous en avons ce magnifique portrait. Son nom de famille était Pacioli. C'était un religieux originaire de Borgo San Sepolcro, le bourg du Saint-Sépulcre, d'où le nom que lui donne Montucla. San Sepolcro est une ville toscane à une centaine de kilomètres au sud-est de Florence. Pacioli et sa ville natale, nous les retrouverons à la fin de cette histoire. En attendant, voici la première page du livre où il parle de l'art majeur, l'algèbre. C'est une arithmétique commerciale, c'est-à-dire un cours de mathématiques appliqué pour les marchands. Le fait qu'il soit écrit en dialecte toscan et non en latin est significatif. Le livre était destiné à être lu et pas seulement par des clercs et des savants. Sa date de publication en fait un incunable, c'est-à-dire un des livres parus avant 1501. Au début de l'imprimerie, la plupart des livres étaient d'inspiration religieuse ou antique. Voyez ici le tout premier livre imprimé par Gutenberg, et c'est une Bible. Rares étaient les livres d'auteurs vivants. Parmi les incunables, 83% ont été publiés après 1481 et 72% étaient écrits en latin. Vous voyez ici la page de titre de la première édition imprimée des éléments d'Euclide. Elle date de 1482, soit 12 ans avant la Summa Arithmetica de Pacioli. À part les éléments d'Euclide, tous les autres incunables mathématiques connus sont des arithmétiques commerciales, c'est-à-dire des traités d'abac comme celui de Pacioli. Ils sont tous écrits en langue vernaculaire. Le tout premier daté est cet Arte dell'Abacco, imprimé à Trévise en 1478. L'auteur n'est pas connu. L'aphorisme au-dessus de la date se traduit par « À quoi sert la vertu pour qui ne se fatigue pas ? À rien. Je ne le lui fais pas dire. » Voici le tout premier livre de mathématiques imprimé dans la péninsule ibérique. Il est écrit en catalan et publié à Barcelone. La date est écrite en toutes lettres, 1482. Et le premier livre de mathématiques imprimé, provenant du territoire français actuel, eh bien, c'est ce résumé d'Abac d'un certain Frances Pélos. Il se déclare citadin de Nice, et il en est très fier car elle est sans rival et renommée par la terre universelle, dit-il. Il écrit en dialecte niçois, une variante de l'occitan. La suite du colophon précise que le livre a été imprimé à Turin le 28 septembre 1492, soit 2 semaines seulement avant l'arrivée de Christophe Colomb aux Antilles et 2 ans avant la Summa Arithmetica de Pacioli. Bien sûr, l'impression de ces premiers livres est un fait marquant dans l'histoire des mathématiques. Mais était-ce une si grande avancée pour la discipline ? Eh bien, pas forcément. Le premier livre d'arithmétique commerciale est le Liber Abaci de Fibonacci. Extrêmement complet et contenant de nombreux exemples, il a servi de modèle à beaucoup d'autres
pendant les 3 siècles qui ont suivi. Toutes les villes commerçantes, et pas seulement en Italie, ont eu leurs enseignants de calcul appliqués aux transactions commerciales. On les appelait des maîtres d'abac en Italie, plus volontiers des algoristes en France et en Espagne. Certains d'entre eux ont écrit leurs notes de cours, et ces notes de cours manuscrites ont servi de modèle aux premiers livres imprimés jusqu'à la copie servile ou au plagiat éhonté. Vous ne me croyez pas ? Vous allez voir. Je vous parle dans une autre histoire du manuscrit de Pamiers. Le titre signifie « Résumé de l'art de l'algorithme » et il est écrit en occitan. Voici le début du chapitre sur la double fausse position. Suis la règle de 2 fausses positions avec ces exemples. C'est la 3e règle très merveilleuse qui, à partir de 2 erreurs, consiste à trouver la vérité. Après que j'ai traité d'une fausse position, il me reste à traiter de 2. 3e règle dont je donnerai divers exemples et divers enseignements, puisqu'elle sert de différentes manières pour faire des raisonnements variés, très difficiles, sans qui cette règle serait d'une grande fatigue, comme le démontreront les exemples suivants. Voici le même passage dans le livre catalan de Sant Climent. Voici la règle de 2 fausses positions qui par 2 faussetés trouvent subtilement la vérité. Après avoir traité de la première règle générale, il nous reste à parler de la seconde règle générale, qui est la règle de 2 fausses positions. Elle sert à faire de nombreux raisonnements difficiles et empêchés, qui sans cette règle seraient de grandes fatigues et rompements de l'entendement, selon ce que nous montrerons par les questions suivantes. Et voici maintenant le même passage dans le Compendium de Abaco du niçois Francesc Pelos. Je dois maintenant traiter des 2 fausses positions dont je donnerai plusieurs exemples et qui servent de plusieurs manières à faire divers raisonnements très subtils et empêchés qui, si on les faisait sans règle, seraient de grandes fatigues et rompements de l'entendement de l'homme, comme je le démontrerai dans les exemples suivants. Nombreux ont considéré ainsi qu'imprimer un livre de mathématiques sans manuscrit sous les yeux aurait été de grandes fatigues et rompements de l'entendement. Oh, il y a bien eu des auteurs qui ont produit un texte imprimé après avoir écrit eux-mêmes un court manuscrit. C'est le cas en particulier de Filippo Calandri. Son arithmétique a été imprimée à Venise en 1491. Il l'a dédié à Julien de Médicis. Mais quand on enseigne pour une famille aussi riche et puissante, on peut s'offrir non seulement un incunable, mais encore un manuscrit richement enluminé. Du coup, malgré les gravures sur bois, j'ai tendance à préférer le manuscrit à l'imprimé. Pas vous ? Allez, pour le plaisir des yeux, voici d'autres extraits. Comment multiplier 57 par 7/8? Comment troquer de la laine contre du drap? Et voici comment se passait une séance d'enseignement dans une école d'abac au XVe siècle. Appréciez le martinet que le maître tient bien en main. Bien, revenons en France et plus précisément à Lyon. Par lettre patente du 8 mars 1463, le roi Louis XI y instaure 4 foires à date fixe dans l'année. Je vous passe les soubresauts liés à la lutte avec le pouvoir royal ainsi que la concurrence de Turin et de Genève. Toujours est-il qu'au XVe siècle, Lyon s'affirme comme une ville commerçante importante. Et qui dit ville commerçante dit enseignement des mathématiques. Et justement, dans le registre des taxes perçues en 1480 à Lyon, figure un certain maître Nicolas,
écrivain, pour 3 sous 4 deniers. Dans le registre de 1485, il est monté en grade. Il apparaît pour 15 sous, sous le nom de Nicolas Chuquet, algoriste. Il vit dans la presqu'île, non loin de la rue de la République actuelle, dans une rue qui donne sur la rue Grenette. Il s'était donc mis à enseigner les mathématiques après l'écriture. L'année précédente, il avait produit plusieurs manuscrits importants, de plusieurs centaines de pages en tout. Le premier s'appelle le Tripartie en la science des nombres. En voici les dernières lignes. Et ainsi, à l'honneur de la glorieuse Trinité, se termine ce livre, lequel, pour raison de ses 3 parties générales, je l'appelle Tripartie. Et aussi pour cause qu'il a été fait par Nicolas Chuquet, parisien, bachelier en médecine. Je le nomme le Tripartie de Nicolas en la science des nombres, lequel fut commencé, médié et fini à Lyon-sur-le-Rhône, l'an de salut 1484. Le Tripartie contenait surtout la théorie de l'arithmétique et de l'algèbre. Il était complété par plusieurs recueils de problèmes d'application portant essentiellement sur les échanges commerciaux, mais aussi sur la géométrie. Il y avait même quelques problèmes de récréation mathématique qu'il appelle des jeux et battements par qui la science des nombres se fond. Chuquet ne bénéficiait sans doute ni des finances, ni des protections qui lui auraient permis d'imprimer son œuvre. Dommage, il serait probablement célébré de nos jours comme le véritable père de l'algèbre européenne. Parce que dans son tripartie se trouvent plusieurs innovations qui méritaient de passer à la postérité. Je vous parle ailleurs de sa manière de lire les grands nombres, que l'on appelle échelle de Chuquet. Plus importante, à mon avis, est sa notation des quantités algébriques. À l'époque, l'algèbre était empêtrée dans un système de notation assez malcommode, hérité des Grecs et des Arabes. Il y avait les nombres ordinaires, les racines ou choses, les carrés, les cubes, etc. Avec une abréviation pour chacune des puissances. Chuquet est le premier qui propose de noter les puissances, qu'il appelle dénomination, par un chiffre. Qui plus est placé un exposant comme nous. Il n'y manque que la lettre X en dessous. Il a parfaitement compris la manipulation dont il donne de nombreux exemples, comme ici pour la multiplication. Pour multiplier 12 de la dénomination 3 par 10 de la dénomination 5, il convient, dit-il, de multiplier 12 par 10, puis d'ajouter les dénominations, et on trouve 120 de la dénomination 8. Comprenez 12x3 fois 10x5 égale 120x8. En dessous, il multiplie 8 de la dénomination 1 par 7 de la dénomination moins 1 pour trouver 56 de la dénomination 0. Il va falloir encore un bon siècle pour qu'une notation aussi novatrice soit comprise et adoptée. Que croyez-vous qu'il advint des mathématiques de Chuquet ? Le manuscrit lui-même n'a été redécouvert qu'au XIXe siècle. Mais entre-temps, un élève de Chuquet, Étienne de la Roche, qui habitait rue Grenette à quelques pas de lui et qui avait été son élève, a pris sa suite comme algoriste dans le quartier. Mais lui, son livre, il a pu l'imprimer. Voici ce qu'il dit dans l'introduction. J'ai colligé et amassé la fleur de plusieurs maîtres, experts en cet art, comme de maître Nicolas Chuquet, parisien, de Philippe Friscobaldi, florentin, et de frère Luc de Bourgault, Santi-Sepulcri de l'ordre des frères mineurs, avec quelques petites additions de ce que j'ai pu inventer et expérimenter en mon temps en la pratique. En fait, de colliger et amasser, ce sont des pages entières que Delaroche a copiées sur Chuquet
et Pacioli, parfois même en se trompant. Tenez, puisque Delaroche en parle, je vous avais promis de revenir sur Pacioli et sa ville natale, Borgo San Sepolcro. Elle est aussi la ville natale d'un autre homme célèbre, Piero della Francesca. Au passage, il est mort le 12 octobre 1492, le jour même où Christophe Colomb est arrivé aux Antilles. Sur ce portrait, il est présenté comme étant d'une famille noble et ayant développé la peinture, l'arithmétique et la géométrie. C'est vrai, il venait d'une riche famille de marchands, qu'il avait bien sûr envoyé dans une école d'abaque. Mais devenu grand, il avait bifurqué vers la peinture, et c'est surtout comme peintre qu'il est connu de nos jours. Voici quelques-unes de ses œuvres. La plupart sont d'inspiration religieuse, comme la Madonna di Senigallia, ou bien son généreux commanditaire en train de prier son saint patron, saint Jérôme. Cette fresque représente l'adoration de l'arbre sacré par la reine de Saba sur la gauche et sa rencontre avec Salomon sur la droite. Le traitement de la salle, et en particulier des colonnes et du plafond à droite, vous montre la synthèse entre sa peinture et ses mathématiques. Comme Leon Battista Alberti, qu'il a d'ailleurs connu, Piero della Francesca était un théoricien de la perspective. Mais ce n'est ni sa peinture, ni sa géométrie qui nous intéressent ici. On a retrouvé un trattato d'abaco écrit de sa propre main. Voici comment il commence, s'adressant à son commanditaire. Ayant été prié de devoir écrire les quelques éléments d'abaque nécessaires aux marchands, je vous prie de me voir comme étant sous votre commandement, non comme présomptueux. Je m'efforcerai, avec l'aide de Dieu, de vous satisfaire en décrivant quelques problèmes des marchands, comme le troc, les échanges et les compagnies, en commençant par la règle de 3 et en continuant par les fausses positions, et s'il plaît à Dieu, quelques éléments d'algèbre. Eh bien, je vais vous dire, il a dû plaire à Dieu, parce qu'il ne se contente pas des quelques éléments d'algèbre habituels. Il commence bien sûr par les 6 types d'équations du second degré d'Al-Khawarizmi. Il liste ensuite plusieurs dizaines d'équations, allant jusqu'au degré 6, dont il donne les solutions explicites. Pour manifester une telle maîtrise de son sujet, il est très probable qu'il l'avait enseigné et peut-être même que Pacioli avait été son élève dans sa jeunesse. En tout cas, il y a fort à parier que Pacioli avait lu le traité d'abaque de Della Francesca avant d'écrire sa Summa Arithmetica. Mais curieusement, il ne le cite jamais. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais Nicolas Chuquet avait écrit un cours d'histoire des maths dont Piero della Francesca avait peint les transparents sous forme de fresques sur les murs de leur salle de cours. Je n'ai rien fait que tout recopier. Ben oui, c'est pas très fair-play, mais que voulez-vous? De leur temps, les pages HTML n'existaient même pas. Tant pis pour eux.